Pour moi, la vie, c'est un petit peu comme une course d'orientation, sauf qu'à chaque poste, vous décidez du chemin à venir et de l'étape suivante. Bien sûr, en tant que chrétien, le but final est clair pour nous. Mais les chemins, les options possibles sont nombreuses. Un petit peu, si vous voulez, comme le voyage du petit pèlerin, pour ceux qui s'en souviennent. Certaines étapes sont très longues et d'autres très courtes. Certaines sont comme un marathon dans des plaines et d'autres sont très courtes, mais sont une paroi vertigineuse. L'impact de ces étapes sur nos vies n'a en fait rien à voir avec leur durée, mais bien plus avec leur intensité. On apprend aussi beaucoup à chaque étape. C'est un peu comme les poupées russes, si vous vous souvenez, mais à l'envers. C'est-à-dire que vous commencez avec la petite et avec chaque étape, vous en rajoutez une couche. Donc l'idée aujourd'hui est de partager mon expérience dans une vie qui a en effet déjà vu pas mal de changements, certains drastiques, et de témoigner de mes leçons personnelles et d'apporter quelques encouragements si je peux. Quelques mots en effet sur la première étape professionnelle qui a duré 24 ans avec Nestlé. En résumé, je ne vais pas vous embêter avec mon CV, ce n'est pas le but, mais je retourne en Chine en janvier 2011. À l'époque, j'avais déjà 20 ans de Nestlé derniers mois, dont 12 de Chine, mais je revenais de Suisse. Pour ceux qui se souviennent, il y avait une dame qui avait fait des décisions un peu controversées en Suisse avec Caillé et d'autres, et on m'avait demandé de revenir pour un petit peu mettre de l'ordre. Ensuite, ok, tu retournes en Chine. Le boulot de rêve, dont tout le monde rêve chez Nestlé, en tout cas c'était le cas de beaucoup de gens, gros investissement, 3 ans on passe d'environ 3 milliards à 8 milliards de chiffre d'affaires, 55 000 employés, 35 usines, etc., etc. Mon love language, donc pour ceux qui ne savent pas, je vous conseille un livre très intéressant donc sur les langages d'amour où chacun d'entre nous réagit différemment. Personnellement, c'était surtout la reconnaissance et la valorisation. Alors là, j'étais plus que gâté, mais aussi le pouvoir, la capacité de contrôler des grandes organisations. Mais, il y a un mais, le prix à payer était élevé. L'environnement était encore relativement malsain quand même, et je dis souvent ma boussole, c'est pas que j'étais complètement off, mais ma boussole ne montrait plus le vrai nord. Donc j'étais gentiment, je dérivais et j'allais de côté. Ma vie de famille était quasi non existante, ma vie de couple en vrai danger, ma vie spirituelle endormie au mieux. Donc besoin de trouver un sens à ma vie, même si les apparences étaient sauves et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Comme j'ai un instinct de survie assez développé, j'ai très clairement senti, et c'est allé en crescendo, que où les choses devraient changer rapidement, où ça allait exploser, pour ne pas dire péter. Et le prix à payer, ma famille, mon couple, n'en valait vraiment pas la peine. Première leçon, important d'être ouvert, de discuter avec son épouse, son époux et de ses enfants. Et à ma grande surprise, mon épouse, mes 4 filles étaient d'accord qu'on avait besoin de partir, de vivre quelque chose d'autre. Souvent, on me dit, mais c'était un grand sacrifice. Oui et non. Mettons les choses en perspective. Si vous devez sauver votre famille en sacrifiant un boulot alors que vous avez d'autres opportunités après coup, il y a un sacrifice, mais c'est surtout une question de fierté, pour ne pas dire d'ego. Donc l'importance que j'aimerais mettre en avant, de faire un break. Dans mon cas, j'avais demandé plusieurs fois à Nestlé de faire un break sabbatique. À l'époque, maintenant je ne sais pas, ce n'était pas possible, ça ne se faisait pas. Et une des premières recommandations que je donne toujours à des entrepreneurs, c'est soyez ouverts, alors il y a des gens qui abusent, mais soyez ouverts aux gens qui veulent faire un break, qui veulent avoir un congé sabbatique. C'est souvent très bénéfique. Et dans mon cas, en tout cas, avoir un break, ce n'est pas des vacances prolongées. Avoir un break, ce n'est pas aller à Bali pendant 3 mois. Mais c'est avoir un changement pour apprendre, pour découvrir, pour expérimenter et pour se retrouver. Donc, décision radicale de partir sur un bateau hôpital au fin fond de l'Afrique
et de diriger ce bateau donc, pendant un peu plus d'1 an et retrouver un but à ma vie et de sentir que je peux vraiment avoir un impact sur autrui. Je dois dire que j'ai énormément appris, même professionnellement, durant cette année. Alors vous me direz, mais tu avais 35 000 employés, là tu en avais 400. Oui, mais 400 chrétiens. Non, je rigole. Mais en fait, pas... donc, vous avez, quand vous gérez une organisation comme ça, vous avez 440 personnes volontaires qui se trouvaient de 45 pays différents, vous devez adapter votre leadership style. Hein? Tout patron, je simplifie, vous avez 3 façons de gérer les gens. La carotte, l'argent. Tu fais un bon boulot, je te donnerai un bonus, une augmentation. Tout le monde avec qui vous travaillez est volontaire. Personne n'est payé. Donc là, oups, dommage, il ne faut pas l'utiliser. L'autre carotte, c'est le plan de carrière. Si tu fais bien ton boulot, on va t'envoyer 1 an en Amérique, on va te donner ceci, cela, promotion. Dans un travail volontaire, la durée moyenne des gens qui travaillent sur le bateau est de 3 mois. Donc plan de carrière n'existe pas. Le bâton, quand vous avez que des volontaires qui viennent là, le bâton, c'est jamais très recommandé, dirons-nous. Donc vous développez, je disais avant en rigolant, je crois au darwinisme, non pas scientifique, mais je crois au darwinisme économique, c'est-à-dire que le besoin environnant crée une façon de réagir. Donc dans ce cas-là, j'ai dû développer encore plus un don de communication, de motivation, qui de toute façon est utile dans le monde d'aujourd'hui, surtout avec les générations XY. Je mangeais 3 fois par jour avec ma famille. En moyenne, je mangeais plus par jour avec ma famille que par semaine dans mon boulot d'avant. Et j'ai appris la patience, parce que de nouveau, vous gérez des gens qui sont là volontairement. J'ai appris à gérer mes émotions. J'ai jamais autant pleuré en 1 an que dans toute ma vie avant, de joie et de tristesse, en voyant des maladies et des gens guéris, mais des gens aussi pas guéris. Et bien sûr, un enrichissement spirituel, parce que vous êtes entouré de frères et sœurs. Donc, de nouveau, faire un break est vraiment utile. On apprend beaucoup, y compris sur soi-même. Et dans mon cas, et je crois dans beaucoup de cas, je suis sorti de là en étant professionnellement, je crois, un meilleur patron. Donc après Mercy Ship, donc les années Nestlé, du numéro 24 ans, Mercy Ship 1 an et demi, mais en fait, les deux m'ont influencé quasiment de façon similaire. Envie de combiner les deux. Le monde business de l'agroalimentaire, mon amour pour l'Afrique et le développement. Donc volonté de construire quelque chose, d'avoir un impact sur l'Afrique, mais dans un cadre avec des valeurs chrétiennes, sorte de missionnaire moderne, si vous voulez. Et personnellement, je crois d'ailleurs que nous, beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires, nous sommes un peu les missionnaires modernes. Avec des investisseurs canadiens, je vous passe les détails, on investit dans une société, on construit tout un groupe de 18 usines un peu partout en Afrique dans l'agroalimentaire. Mais l'idée, c'était donc de combiner un aspect de développement durable au niveau industriel, mais avec des investisseurs qui avaient des demandes pour un bon rendement. Donc, si vous voulez, un bon cœur, mais on veut quand même, on veut bien faire du bien, mais on veut aussi avoir un retour sur investissement similaire à ce qui se passe dans le marché. J'avais des doutes, mais je me suis dit, bon, ils ont un bon cœur, allons-y quand même, ça m'a l'air difficile, mais on va essayer. Conclusion, après 5 ans, ce n'est pas possible. On doit choisir. Et comme je dis souvent, faire du bien a un coût. C'est presque biblique. Alors, c'est peut-être possible dans certains cas en Europe, dans l'écologie, ou quand vous avez un consommateur prêt à payer beaucoup plus pour un produit bénéfique. Mais en général, et certainement en Afrique, ce n'est pas possible. Une des autres conclusions que j'ai eues de cette 3e volet de ma vie professionnelle, c'est les valeurs. Et là, je vais être un petit peu controversant. Les valeurs ne doivent pas être supérieures à la compétence. Un exemple d'une société qu'on a achetée, qui était
fondé par un ami, aussi fils de pasteur, qui se présentait en disant « Je suis missionnaire et il se trouve que je fais du business ». Moi, je me présentais à l'inverse, je suis un homme d'affaires qui se trouve être chrétien et qui met ma foi en pratique. Et le problème, ça a été que quand ces valeurs chrétiennes, entre guillemets, ont pris le dessus de l'objectif de la société. Et quand on a trouvé que ce monsieur empruntait aux frais de la société pour payer ses œuvres missionnaires, alors qu'on avait des problèmes à être profitable. Mais le Seigneur pourvoira. Là, léger problème, léger défi, et bon, on est sorti de ces sociétés. Donc, au début, et c'était peut-être aussi suite à ces nombreuses années de Nestlé, où j'avais une soif de faire quelque chose avec des amis, collègues chrétiens, au début, je ne regardais presque trop à l'aspect foi et aux valeurs et à la compétence. Donc, une sorte de approche progressive, foi, valeur et compétence. Et un peu une réaction d'une extrême à l'autre. Et une des conclusions, c'est non. On doit d'abord voir compétence, valeur, foi. Alors, on veut tous avoir des employés, des collègues qui sont compétents et idéalement qui sont des chrétiens. Mais je préfère, et je vais être un peu controversé aussi ici, je préfère une personne compétente mais non chrétien qu'un chrétien pas compétent. Et idéalement, on veut tout ça, mais je crois que j'ai dû apprendre ceci d'une façon un peu difficile et qui a été des fois pénible. Donc, ne pas être aveuglé ni par mammon et l'argent, mais non plus par des mots de chrétiens illuminés. Une autre faute que j'ai faite, un ami très cher que j'avais à l'église en Afrique du Sud, on a créé une nouvelle société dans le manioc, de transformation de manioc en farine. Un gars brillant, vraiment très engagé, d'origine suisse d'ailleurs, et qui avait sa propre société d'informatique. Et j'ai eu vraiment la conviction presque qu'il fallait le mettre responsable de cette société, sauf qu'il ne connaissait rien à l'alimentaire et que gérer des êtres humains, surtout en Afrique, est un peu plus compliqué que gérer des softwares. Donc ça a été aussi un échec retentissant. Donc voyons que la maximisation du profit était plus importante pour mes investisseurs qu'avoir un véritable impact. Donc j'ai quitté ceci et j'ai décidé, il y a maintenant un peu moins d'un an, de créer une société de ce qu'on appelle donc impact investment, d'investissement durable, mais d'un genre différent et nouveau. Donc la 4e étape. Donc pour moi, j'arrive à la conclusion que de ces 3 premières expériences, qu'il faut ce que j'appelle optimiser les profits, pas les maximiser, mais certainement pas les minimiser, mais optimiser. On peut discuter après qu'est-ce que ça veut dire optimiser, donc un profit juste, et maximiser l'impact. Donc mettre en gros les sociétés au service de la société. Un peu comme les banques qui, beaucoup d'entre elles ont oublié quel était leur rôle initial. Servir de lubrifiant à une économie et non pas de spéculer sur notre dos. Comment combiner les expériences de Nestlé, de Mercy Ships et de cette société fondée avec du private equity pour créer un modèle qui fait du profit, car c'est bon, il n'y a pas de mal à faire du profit, mais juste, pas trop, et qui a un impact dans un environnement africain. Donc, création de Alpha Talent, je ne sais pas si on voit, j'arrive pas à voir le... Ah voilà, c'est là. Donc, Alpha Talent, c'est, vous le comprendrez, pas beaucoup de gens croient que c'est une société de ressources humaines. Non, les talents, c'est par rapport à ma parabole favorite des talents, qui pour moi est un peu un crash course en gestion d'économie. On pourrait presque dire la parabole des talents, c'est Adam Smith, avant Adam Smith, où comment savoir gérer son argent et les dons. Donc, discussion sur les profits. Combien de profits est assez ? Question nôtre, c'est pourquoi un calcul de retour sur investissement, beaucoup d'entre nous sont familiers avec ce calcul, n'est en fait que financier. On parle de beaucoup de choses, mais une formule de retour sur investissement n'est que financier. Comment y inclure l'impact humain, l'impact social
et l'impact environnemental. Corriger le fait que la rémunération du capital, depuis maintenant en tout cas 50-60 ans, est complètement disproportionnée avec la récompense du travail. Alors je ne suis pas communiste, mais je crois qu'il est important, et je dis souvent en rigolant, comment faire que Adam Smith et Karl Marx soient perçus au même niveau. Je ne parle pas de philosophie ou de politique, je parle d'économie. Okay? Le capital et le travail devraient être au même niveau. Mais de l'autre côté, il y a le monde des ONG qui donnent de l'argent gratuit. Et donc, quand je parle d'ONG, excusez-moi, mais je ne comprends pas tout ce qui est médical et éducatif. Ça, il faudra toujours donner, mais je parle de l'aide au développement. Et à part la grâce du Seigneur qui est gratuite et abondante, à mon avis, c'est que tout ce qui est gratuit ne vaut rien. L'argent gratuit ne vaut rien. Et c'est le problème de l'aide au développement. Donc, discutons rapidement sur le développement de l'Afrique. Ce mercredi, j'ai été invité par le professeur Dantine à faire une conférence à l'EPFL sur un sujet que j'aime beaucoup et que je ne vais pas beaucoup développer ici. Le sujet, c'était donc un développement durable en Afrique, give less, donnez moins, invest more, investissez plus. Donc en Afrique, le marché potentiel est énorme, surtout dans l'agroalimentaire. Vous avez une immense demande, 1,5 milliard de gens qui croient, et une offre incroyable. On parle souvent maintenant d'Ukraine. L'Ukraine, la surface agricole en Ukraine, c'est 40 millions d'hectares. La surface en Afrique de terres arables, de bonne qualité, irriguées, non cultivées, est 200 millions d'hectares. Donc vous avez en Afrique, non cultivée, 5 Ukraines. Okay. Mais, donc, grand potentiel, on a tous appris à l'école, grosse demande, potentiellement beaucoup d'offres, il doit y avoir un marché. Mais il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'investissement. Parce que le retour sur investissement, de nouveau, qui n'est que financier, n'est pas intéressant pour les investisseurs, pour les private equity. Il n'y a pas assez de profit pour trop de risques. Alors oui, il y a des ONG qui font de temps en temps, mais pour être un petit peu moqueur, si les ONG savaient gérer des sociétés, ça saurait. Okay ? Donc, on a besoin d'un nouveau modèle. Donc, ici, création d'un fonds d'investissement qui est différent. Conclusion de mes différentes expériences. Uniquement dans l'agroalimentaire en Afrique. On investit dans des sociétés qui transforment des cultures locales. On ne va pas investir dans des moulins qui transforment du blé russe ou je ne sais quoi, ou ukrainien. Donc dans des cultures locales, qui a un gros impact localement, d'une durée de 20 ans, ce qui est très rare. Mais l'agriculture, les gens sont prêts à investir dans 20 ans pour construire une autoroute, mais sécuriser l'approvisionnement alimentaire d'un pays, non. Où est la logique ? Un retour modeste, on calcule à 7%, qui aujourd'hui est bien, qui était moins bien il y a 1 ou 2 ans, mais avec un gros impact, comme vous voyez, sur les 4 piliers de création de valeur, et vous verrez après 15 critères de mesure. Donc, mettre en place un système qui met en valeur ceci avec un poids égal. Vous êtes CEO, oui, vous devez faire tout ça, mais est-ce que dorénavant, je vais calculer votre bonus sur 25% de chaque pilier. Okay ? Et comment on va calculer ? C'est peut-être trop petit pour le fond. On a mis en place ce qu'on appelle des KPIs, des critères de calcul. Et je crois qu'un des problèmes de l'investissement durable au jour d'aujourd'hui, c'est que vous avez des conseils d'administration qui ont une vue très philosophique, voire ésotérique, de qu'est-ce que c'est le développement durable. Et vous avez les opérateurs à niveau usine, société, et il y a un gap qui devient de plus en plus large. Et comment gérer ? Donc, au lieu de faire des jolies brochures et après de donner des ordres aux gens d'en dessous, commençons par l'opérationnel. Donc, commençons par exemple, sujet très populaire en Suisse et en Europe, l'environnement. La première société dans laquelle on va investir est au Bukavu, dans l'est du Congo, pas franchement un endroit où Club Med va investir prochainement.
Et c'est une société qui fabrique des médicaments pour la quinine, à base de quinine, qui est l'écorce d'un arbre. Assez grande société qui se débrouille bien, mais ils veulent sortir. Bref, je vais voir le directeur de cette société, des gens éduqués, africains, européens, et je dis, c'est quoi, je savais la réponse, mais je voulais tester, c'est quoi votre impact, carbon footprint, votre empreinte carbone? Il me regarde avec un petit sourire, il dit, non mais t'as vu où on est là? Tu parles de quoi? Okay. Donc, la question, c'est pas de ne pas le faire. La question, c'est de le traduire d'une façon où les opérateurs peuvent l'inclure dans leur façon de gérer ces sociétés. Okay. Donc, vous avez chaque société, vous le connaissez, a des dashboards, des tableaux de bord dans lesquels il y a toutes sortes de critères, etc. Comment intégrer les critères de développement durable dans le tableau de bord qui fassent partie de leur rémunération, et vous verrez tout de suite, les choses vont s'améliorer. Et aussi, après, de nouveau, pouvoir faire des brochures et expliquer aux autres, mais une fois que ça existe sur le terrain. Donc avec ça, on a mis en place une équipe justement de professionnels qui partagent cette vision et ces valeurs pour développer ça. Et c'est ça que je vais faire durant, Dieu voulant, les 10-20 prochaines années de ma vie. Ce, je crois, pourquoi Dieu m'a mis sur Terre, utilisant ces différentes expériences de Nestlé, de Mercy Ship, du private equity, pour enfin arriver là. Quelques conseils pour finir sur quoi faire, comment le faire avant de faire des choix décisifs. La première chose, je dirais, c'est, sans vouloir faire un cours de psychologie, mais importance de bien se connaître soi-même. Qu'est-ce qui me rend heureux, hein? Mais aussi, qu'est-ce qui me rend malheureux? Est-ce que je suis dans la paix? Si on est honnête avec soi-même, on sent très bien dans notre guts qu'est-ce qui marche pas. Hein? Avec le Seigneur et moi-même, l'importance de prier. Dans le cas, quand j'ai quitté Nestlé en Chine, alors ça m'a pris du temps, mais il est arrivé un jour très clair, et je ne peux pas dire que j'ai entendu une voix, etc., mais j'ai vu la conviction, il faut que tu partes. Un autre conseil, c'est écouter son épouse ou son époux et ses enfants. Souvent, je prends l'exemple d'un angle mort. On a un angle mort, et je dirais des idées préconçues. Quand j'ai décidé de quitter de Chine, j'étais convaincu, à tort, que, et pour ma femme et surtout mes filles, quitter une vie de luxe avec maid, jardinier, cuisinier, école super, 3 voitures, etc., pour aller dans un bateau, dans un 50 mètres carrés avec des lits superposés, et peu de possibilités de sortir, ça aurait été catastrophique. Elles ont sauté de joie. J'ai cru que j'allais leur demander un grand sacrifice, et elles m'ont dit, avec des mots de jeunes ados, mais ta vie de luxe, ta maison, ta voiture, je m'excuse d'être un peu vulgaire, on s'en fout. On s'en fout complètement. Ce qu'on veut, c'est toi. Toi, on ne te voit jamais. On te veut toi. Alors, j'ai de la chance et je suis béni d'avoir une famille comme ça, mais je suis sûr que c'est souvent aussi le cas. Ensuite, quel est le prix à payer, hein? Quel est le risque véritable ou seulement perçu? On est en Suisse. Alors, partir d'une bonne position, oui, on va perdre peut-être ses stock options, oui, on va peut-être pas revenir à la même position, mais on est dans un pays où il n'y a pas de chômage. Je veux dire, on ne va pas risquer notre vie. Donc, relativisons aussi les choses. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur pour moi? Et une des choses que j'ai le plus appris dans un cours à l'IMD, ils nous ont demandé, on arrive à 8 h le matin, et ils nous ont dit, OK, vous avez la journée libre, vous revenez à 4 h, mais vous devez résumer en une phrase, qui peut être longue ou un paragraphe, quel est le but de votre vie. Et ça, c'est quelque chose que je vous... Et honnêtement, alors il y a eu des conséquences assez dramatiques, parce qu'il y a des gens qui ont complètement remis en place leur vie, à mon avis, d'une façon des fois plutôt négative, en faisant des choix familiaux controversés. Mais il y en a d'autres, comme moi, que ça m'a permis de vraiment réfléchir à quel était le but de ma vie. Ah, il y avait encore un... C'est pas grave. En conclusion,
Dans mon cas, je peux dire clairement que je peux voir un fil rouge dans ma vie. La main de Dieu à chaque étape et avec une logique claire, même si sur le moment, ce n'était pas du tout clair pour moi. Et ce qui peut être perçu des fois comme un échec, et ça a été mon cas, comme une souffrance, est toujours là pour une bonne raison. Le départ de Nestlé, la gloire, l'argent, etc., a sauvé ma famille, vraiment. Je peux dire sans honte que si j'étais resté, je serais dorénavant divorcé, et m'a fait découvrir l'Afrique. La fin de cette société de 5 ans dans le private equity m'a fait comprendre le modèle, je crois, dont l'Afrique a vraiment besoin aujourd'hui pour son développement, ce modèle hybride. Donc l'importance de faire un break, de pouvoir recharger ses batteries et d'écouter, comme je l'ai dit, son épouse et ses enfants, sans idée préconçue. La vie est courte, on n'en a qu'une. Tirons-en le maximum et faisons en sorte que nous puissions maximiser les dons que le Seigneur nous a donnés à chacun et que nous puissions le glorifier à travers notre vie en prenant des décisions parfois osées, mais très souvent tellement gratifiantes. Je vous remercie.